jamais faire, surtout pas une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Il n'y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que ça a assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. Comment on fait aujourd'hui, dans l'état actuel du cinéma français, comment on fait pour financer un film pareil? Parce qu'on parle d'un thriller, on est d'accord, mais on parle quand même d'un film politique qui mentionne des gens connus, qui sont toujours en activité, pour certains, des hommes politiques. C'est rare dans le cinéma français aujourd'hui d'aborder un sujet aussi récent et aussi polémique. En fait, c'est la preuve qu'il ne faut pas être trop frileux, quoi. C'est-à-dire que avec Bertrand Fèvre, le producteur, et moi, on était d'emblée d'accord là-dessus, pour la bonne raison qu'on voulait raconter l'histoire de Maureen Kearney, on voulait la faire connaître au grand public, vu que cette histoire était très peu connue, voire méconnue. Et donc, si on la nommait elle, je trouvais absolument absurde de ne pas nommer les autres protagonistes. Donc, on a été d'accord avec Bertrand qu'on allait tous les nommer, enfin, en tout cas les principaux. Mais au risque de se retrouver face à des problématiques juridiques. Oui, mais là où Bertrand Fèvre a été le bon producteur pour ce film, c'est que ça lui faisait pas peur, qu'il voulait tout faire pour qu'on suive cette ligne-là. Et donc, il a tout fait pour. Il a vu des avocats, ils ont lu le scénario, on a vérifié qu'on n'était pas diffamatoire, qu'il n'y avait pas de risque majeur. Le fait qu'il y ait eu un livre avant déjà qui parlait de cette histoire, voilà. Et ils ont vu le film aussi. Et ensuite, il y a eu un peu des grincements de dents, évidemment, chez certains des personnes qui sont nommées dans le film. Et voilà, donc il y a eu des tractations d'avocats, de machin, tout ça, voilà. Mais moi, je n'ai jamais rien changé au film. Sous aucune menace de quelle qu'elle soit, et donc le film n'a pas été censuré ou victime de quoi que ce soit. Voilà, on va dire qu'il y a eu des pressions, oui, mais pas au-delà de ça. Et ensuite c'était important. Moi, je trouve que c'était les chromosomes de ce film-là. Hein. Enfin, ça faisait partie des gènes. Et puis c'était quand même aussi une référence de tout ce film français ou américain ou italien de d'une époque peut-être révolue. Pas pour les films américains qui continuent quand même à dénoncer les choses souvent, mais sur les films européens, c'est beaucoup plus rare, alors qu'il y a eu cette période avec Costa Gavras, avec Yves Boisset, et puis les Italiens, Elio Petri et d'autres, Francesco Rossi. Les fameuses années 70, les années de plomb, voilà, tout ça, qui étaient très fertiles pour ce type de cinéma, qui a été, je pense, délaissé, parce que c'est plus compliqué à financer, on est dans un truc un peu frileux, où les producteurs sont plus frileux. Ça attire moins de monde aussi, peut-être que le public, je sais pas. Je veux pas insulter le public. La preuve que non. Oui, on est d'accord. Pour ce film-là, oui, on est d'accord. Non, parce que regardez, même si vous reprenez le film de Ozon, par exemple, Grâce à Dieu, qui était quand même dans un autre registre, qui s'attaquait pas à la politique, mais qui traitait l'histoire des prêtres pédophiles et qui nommait les gens, finalement aussi. Bon, ils ont eu quelques ennuis au moment de la sortie, mais ça n'a pas empêché les gens d'aller voir le film. Non, ça, je trouve que c'est un mauvais. Donc du coup, en fait, c'est plutôt la frilosité, on va dire, du système de la production française, oui, qui écarte un peu des sujets comme ça, de peur de pas avoir les financements, de pas. Voilà. Moi, c'est vrai que sur le film, on a été un peu plus difficile à financer que certains films, mais pas non plus on a toujours trouvé des solutions, parce que le film nécessitait un budget, qu'il en avait besoin, et que Bertrand Fèvre a trouvé ce budget. Voilà, après, on est allé chercher une copro en Allemagne parce que sur la France, on n'avait pas assez, parce qu'on n'avait pas les régions qui n'ont pas voulu investir. Oui, ça, je l'ai lu, ça. Les régions n'ont pas voulu financer le film. Non, aucune région. Toutes les régions nous ont jeté le film à la figure. Ils peuvent peut-être un peu le regretter aujourd'hui. J'en sais rien. Je pense que non, parce que financièrement, je pense qu'ils s'en foutent un peu, c'est pas le problème. Non, mais je pense que ça leur fait peur en fait, ça leur fait peur parce que dans toutes les régions et les comités, il y a des politiques et que comme là, tout le monde en prend un peu plein pour son grade, voilà, en fait, la raison, elle est là. Donc, du coup, on a délocalisé, on a dû tourner en Allemagne une partie du film, parce qu'on avait une copro allemande, mais ce qui n'a rien changé artistiquement au film, mais c'est vrai que voilà, donc il y a eu des petites difficultés sur certaines choses que j'avais habituellement et que j'ai pas eu ce coup-ci.
mais ça ne nous a pas empêché de faire le film. Quoi. Mais alors, donc, comme tout commun des mortels, hein, ce que vous avez un petit peu juste un peu dit tout à l'heure, c'est que en fait, on connaissait pas cette histoire. Et pourtant, moi, en grattant un petit peu, elle a été, il y a eu des articles, oui, on en a parlé quand même à l'époque. Oui, elle a été médiatisée, mais pas tant que ça non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains journaux qui en ont parlé. Évidemment, l'un des premiers, c'était l'Obs, parce que la journaliste de l'Obs, Caroline Michel-Aguirre, a tout de suite été intéressée par l'histoire, parce qu'elle connaissait un peu Maureen Kearney, elle avait appris, elle l'avait rencontrée. Donc c'est quand même elle qui a écrit le livre et qui a fait cette enquête surtout, qui a refait. C'est vraiment, elle n'a pas juste écrit, elle a mené l'enquête, elle a remené l'enquête. Et à partir de là, elle a écrit son bouquin. Après, il y a eu des journaux, certains journaux comme Libération s'en sont emparés, en ont parlé, pas de manière extrêmement sympa par rapport à Maureen Kearney, où ils ont été assez vaches. Ils ont tout de suite toujours été très ambigus par rapport à elle, jusqu'à la sortie du film d'ailleurs. Au moins, on ne peut pas leur dire qu'ils aient changé de ligne éditoriale. Et en remettant du doute sur le doute, ce que j'ai vraiment trouvé pas terrible. Et surtout aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des preuves qui s'accumulent et qui n'y avaient peut-être pas à l'époque, mais qui aujourd'hui, quand même, pour continuer à avoir du doute, il faut quand même être un peu borné, je trouve. Ou en tout cas vouloir vraiment aller dans une direction de réflexion et de pensée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu... non, moi j'ai été assez surpris de voir que la grande presse, même des journaux comme Mediapart, tout ça, s'en sont pas emparés. Mais parce que après on m'a expliqué que quand c'est de Nouvel Obs qui trouvait un sujet et que ça venait pas de Mediapart n'en parlait pas. Enfin, qu'il y avait toute une espèce comme ça de guéguerre interne entre la presse, les grands organes de presse, et que c'était assez compliqué, voilà. Et pourquoi Libé disait ça aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, ils ont quand même pas été très... D'ailleurs, l'article est repris dans le film. C'est vrai que quand elle balance le journal à la figure de son mari en lui disant « Je te remercie de m'avoir fait lire cette merde », je m'attendais pas forcément à avoir une bonne critique dans Libé et j'ai été récompensé de ce côté-là. À la CFDT, j'étais élue, puis je me suis battue pour qu'on mette en place un plan social, un vrai plan social. On parle de toi dans Libé? Ils disent pas trop de conneries, j'espère. Non mais je rêve. Alors pour eux, je suis une ancienne alcoolique et devenue dingue. Mais je te remercie de me faire lire ça, tu peux te le garder, ton torchon. Je trouve qu'au-delà de la critique cinéma, après ils ont remis des choses. Le même journaliste ou la même équipe a refait une enquête dans Fake News sur Arte, en reprenant l'histoire du doute sur Maureen Kearney, disant que le film omettait des choses. Voilà, je les ai trouvés quand même assez... pas très classe, on va dire. Et je pense que la presse, globalement, les politiques à l'époque, ça arrangeait tout le monde de dire que Maureen Kearney était folle. Bien sûr. Voilà, ça arrangeait tout le monde. Parce qu'il y avait des gros contrats à la clé, que tout le monde voulait toucher l'argent de ces contrats, y compris le gouvernement français. Et que quand Maureen a gratté tout ça et a fait dérailler le train-train de cet accord, ce qui devait se faire, tout le monde a paniqué. Et puis voilà, donc l'accusé de folle, c'était très bien. Ouais. Et une certaine presse a quand même joué le jeu de ça, quoi, je trouve. En tout cas, n'a pas été très loin dans ses investigations, ou n'a gardé que des choses comme ça qui permettaient de stigmatiser de manière et de caricaturer un peu. Voilà. À la fin du film, on montre qu'il y a eu une enquête parlementaire, mais est-ce qu'elle a non, elle n'a pas lieu... existé, non. Non, justement. Ben non. Ça, c'est un peu de la fiction. Ah, d'accord. Enfin, okay. C'est pas un peu, c'est de la fiction. D'accord. Comme l'est dans le film la scène où Maureen Kearney rencontre donc la femme Veolia. Voilà. Ça, c'est les deux scènes qui peut-être vont arriver. Enfin, celle avec la rencontre de Maureen Kearney, certainement. Et celle avec la commission d'enquête, on verra. Mais voilà, c'était quelque chose où vous aviez envie de terminer là-dessus. Oui, bah c'était parce qu'il y avait des choses qu'on voulait faire passer, parce que c'était un moyen de finir un peu quand même sur une note un peu positive. Sur une note un peu positive de l'action. Parce que sinon, Maureen Kearney n'a pas voulu porter à faire appel. Parce que faire appel, ça voulait dire, elle a eu un entretien avec le procureur de l'époque qui lui a fait comprendre que faire appel, c'était dangereux pour elle,
parce qu'on allait remettre à nouveau son témoignage en cause, parce que c'était la même cellule d'investigation de Versailles qui allait reprendre l'enquête. Ah oui. Donc elle allait se retrouver avec les mêmes enquêteurs. Ah oui. Et ça, alors que cette enquête a été remise en cause par... Voilà, mais ça allait retomber là-bas. Et qu'à partir de là, rien ne disait que les conclusions de l'enquête ne retomberaient pas sur sa mythomanie et le fait qu'elle est affabulée et qu'elle se retrouve à nouveau accusée. C'est ça. Et en plus, vous pointez du doigt dans le film que c'est une enquête menée par des hommes. Et vous mettez même en avant le fait que... Oui, vous mettez même en avant le fait que finalement, le doute, il est porté par une femme. Par une femme qui est, on va dire... ça qu'on a inventé. Oui, je me doute. Voilà. Mais en même temps, c'est une façon de pointer du doigt. Bien sûr. Je trouve ça très... Enfin, si je me permets, je trouve ça très intelligent. Parce que ce que m'avaient dit Maureen et Caroline, Michel Aguirre, c'est que les seuls qui aient vraiment écouté et qui l'aient aidé, c'était des femmes. Ouais. Et il se trouve que nous, il manquait un personnage de femme l'aidant, et c'est pour ça qu'on a écrit le personnage. Parce que en face, il y avait quand même d'autres personnages femmes avec leurs ambiguïtés. Ne serait-ce que la magistrate du projet procès. La magistrate du projet procès qui a vraiment été comme ça et dont on a repris dans il paraît que vous avez atténué même le propos. Oui, parce que c'était enfin. Les mots sont exactement les mots qu'elle a prononcés. On en a retiré parce que c'était trop dur et puis ça paraissait même plus crédible. Ouais, donc on en a retiré, mais sinon, beaucoup de ce qu'elle dit, en tout cas sur les questions qu'elle pose à Maureen Kearney, c'est les vraies questions qu'elle a posées. Affaire numéro 3, le ministère public contre Maureen Kearney pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ayant engendré des recherches inutiles. Madame Kearney, on ne boit pas à la bouteille dans l'enceinte du tribunal, ce n'est pas un lieu de pique-nique. Si vous voulez bien venir à la barre et décliner votre identité. Je m'appelle Maureen Kearney. Vous affirmez avoir été victime d'un viol accompagné d'actes de torture et de barbarie à votre domicile le 17 décembre 2012. L'enquête menée depuis par la section de recherche de Versailles a relevé de nombreuses incohérences dans votre témoignage et vous-même, lors de vos interrogatoires, avez reconnu avoir imaginé les faits avant de vous rétracter. Je vous rappelle, Madame Kearney, que vous encourez une peine de 6 mois maximum d'emprisonnement assortie de 7 500 € d'amende. Qu'avez-vous à répondre à cette accusation de dénonciation de crime imaginaire ? Je suis innocente. Voilà, donc il y avait ce rôle féminin qui était quand même assez spécial, plus le rôle que joue Anne Lauvergeon avec ses ambiguïtés. Donc on voulait quand même un personnage féminin un peu plus positif qui l'aide vraiment. Et c'est pour ça qu'on a créé le rôle de cette gendarme, jeune gendarme, qu'interprète très bien Aloïse Sauvage. En même temps, ce qui était intéressant et ce que le film a aussi intrigué les gens, c'est que à un moment donné, il y a le doute quand même sur Maureen Kearney, sur sa parole. Ce que vous faites très très bien d'ailleurs pendant le film. Parce que c'était une manière de pas juste plaquer le doute et de dire il y a eu du doute et montrer les gens qui doutent. Ouais. On voulait, nous, le but, et avec Isabelle, c'était quelque chose dans lequel elle m'a poussé, elle avait totalement raison, c'est de dire, mais ce doute, d'abord, elle était sûre qu'elle allait pouvoir le jouer parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire, mais au-delà de ça, c'était aussi un moyen de comprendre pourquoi ces hommes-là avaient douté, et pas juste le montrer, et le montrer au spectateur comme une évidence. Mettre le spectateur dans cette position inconfortable de douter, quitte à la fin à ne plus douter sans vouloir d'avoir douté, ce qui était l'idéal, et ce qui a l'air de marcher souvent avec les spectateurs dans ce film, c'était ça qu'on voulait arriver à faire et qu'on a tout fait pour y arriver en tout cas. Et ça a l'air de marcher. Ah oui, donc, et ce qui est pas simple, mais en tout cas c'était un vrai enjeu. C'est pour ça que il y a vraiment des fois des critiques, je les trouve un peu, je sais, première, ils ont massacré le film en disant mais il y a aucun point de vue et tout ça, mais enfin il y a quand même un super point de vue. Oui. D'abord il y a le point de vue ça et rien que l'histoire de ce doute, c'est pas dans l'histoire, c'est quelque chose qu'on a inventé par la mise en scène par rapport au film. Bien sûr. Donc dire cette histoire elle est connue et on n'apprend rien d'autre, d'abord il y a 500 000 personnes qui ont appris ce que c'était cette histoire qui ne la connaissaient pas. Donc déjà, on n'a pas tout à fait raté notre cible. Et au-delà des 500 000 spectateurs, il y a beaucoup de gens qui savent maintenant ce qui s'est passé avec cette histoire. Tout le monde n'est pas allé voir le film. Mais en tout cas, de par la promo, de par ce qu'on a, les relais de presse, de par ce qu'on a parlé du film, et en France comme à l'étranger, et de ce qui s'est passé avec cette projection à l'Assemblée nationale, de députés. Je sais qu'hier, il y avait encore une projection à Bretigny,
Maureen Carnet m'envoyait un texto, eh ben, il y avait une députée Renaissance qui était là, qui ne connaissait pas l'histoire, qui s'est pris le truc. Eh ben, les députés Renaissance voulaient aussi faire une projo à l'Assemblée nationale, et quand ils ont appris qu'il y avait Clémentine Autain qui avait lieu, ils l'ont pas fait. C'est le même principe que ce que vous me alors dites au qu'ils niveau de auraient la pu presse. envoyer leurs députés ensemble. C'est ce que vous me dites au niveau de la presse. À partir du moment où l'Obs a fait le truc, Libé veut plus le... Voilà, c'est un peu déprimant. Bon, Maureen, cette fois, Sarko va avoir ma peau. Il veut régler ma succession avant les élections. Pour mettre qui? En tout cas, pas une hystérique en jupon, dit que c'est de son chef de cabinet. Pas Roussel, tout de même. Ah, ça fait des semaines qu'il fait jouer ses réseaux, le petit Luc. Sérieusement, il y connaît rien, c'est pas possible. Partout où il est passé, il a jamais réussi à être numéro 1. Mais depuis quand on demande aux hommes d'avoir la compétence de leur poste? Ça va pas être une partie de plaisir avec lui. Vous sentez d'attaque? Bah, il va bien falloir l'empêcher de faire n'importe quoi. Ça me rassure. Vous savez que je serai toujours là pour vous aider. J'adore vos boucles. C'est un cadeau de mon mari. Mes films ont mis un certain temps à être regardés normalement par la critique et d'être analysés d'abord un peu en profondeur et aller au-delà des préjugés ou voilà. Et c'est vrai que depuis 2-3 films, il y a quand même cette évolution. Ça, je peux pas le nier et ça me rassure un peu et ça me voilà. Ce qui après a un impact différent ou pas sur le public, ce qui est très différent. Mais parce que j'ai eu la chance d'avoir des films qui, même si des fois ils avaient de très mauvaises critiques, ont touché le public ou continuent à le toucher d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, depuis 2-3 films, il y a une espèce comme ça de virage qui s'est un peu pris, ou en tout cas on regarde mon travail. Je me souviens que sur La Daronne, Mandelbaum du Monde a même sorti ce fil en disant mais tous mes films, parlant de moi, sont quand même sur des femmes. Enfin, il y a un rapport du jeu, de portrait de femme, et puis même le costume. C'est des femmes costumées, mais même jusqu'à la syndicaliste en fait, parce que Isabelle Huppert est costumée dans le film pour ressembler à la vraie Maureen Carnet. Et ce qui plaisait beaucoup à Isabelle, et ce que je trouvais formidable, c'est justement tout faire pour qu'il y ait cette ressemblance entre la comédienne et la vraie Maureen Carnet. Et là, on passait aussi par un vrai costume, un vrai look qu'a Maureen Carnet dans la vie. Ce qui est finalement pas si loin de la djellaba de La Daronne dans un autre registre. C'est vrai qu'il y a souvent ça dans mes films. Il y a souvent un costume. Mais là, vous en prenez conscience ou vous en aviez déjà conscience? Bah, j'en avais pris conscience un peu avant. Ça ne retire rien. J'étais très content que Jacques... En fait, vous savez, le premier qui me l'a dit, ça, c'est Michel Deville. Parce qu'on avait un rapport comme ça, très amical avec Michel Deville, qu'on se connaissait depuis longtemps, et qu'à chaque fois, il voyait mes films, il m'envoyait toujours une lettre. Voilà. Et sur La Daronne, même avant d'ailleurs, je crois, en tout cas sur La Daronne, c'était très clair. Il m'a envoyé une très très belle lettre que j'ai gardée précieusement, et dans lequel il mettait justement en avant cette histoire de costume, de rapport à l'enfance des personnages, le fait de se costumer pour de jeu quoi, de jeu. C'est un regard acéré, ce qui est le cinéma. Bon voilà. Donc c'est vrai que quand un critique l'a aussi mis en avant comme l'a fait Jacques Mandelbaum, j'étais content. Oui, ça m'a fait plaisir. Je vais pas dire le contraire. Je préfère ça que de me faire tatiner par un critique. Les gens ont l'impression en disant mais c'est pas grave les critiques même. D'ailleurs, il y a un critique que j'ai connu comme ça, c'était Aurélien Ferenczi. Ouais. On s'est connus parce qu'il avait écrit. C'était pas méchant, mais il n'avait pas écrit des choses très tendres sur Lupin et que je l'ai appelé et on s'est rencontrés. Voilà. Et depuis, on est devenus copains. Et on a discuté, etc. Mais ça m'est arrivé des fois d'appeler les gens, genre, sincèrement, là, c'est méchant pour être méchant. Enfin, après, je veux bien, je ne demande pas ce qu'on prenne pour Lubitsch ou pour je sais pas qui, mais il y a des fois, je suis cinéphile, je vais voir des films, je vois beaucoup de choses, je vois ce que je fais, je pense être réaliste par rapport à ce que je fais, à peu près ce que j'aime. Alors du coup, justement, vos influences de cinéma. Moi, par exemple, en grattant un petit peu avant de vous rencontrer, je me suis rendu compte que vous êtes allé présenter un film dont aujourd'hui, enfin, personne ne parle, à l'Institut Lumière, un film de Jacques Rosier qui s'appelle Men Océan. Oui, parce que j'avais vu le film à l'époque, j'avais trouvé ça un moment de cinéma liberté, et puis parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Rosier par le biais de Pascal Thomas quand j'étais à la SRF, et Jacques était très présent à l'époque, et le couple Thomas Rosier était quand même assez rigolo. C'était quand même deux spécimens d'un cinéma comme ça français, et la passion qu'avait Pascal Thomas qui
qui entre guillemets, entretenait quasiment ou logeait Pascal Rosier. D'ailleurs, il en a fait le film, L'appartement, qui était l'histoire de Pascal Rosier vivant chez Pascal Thomas, de Jacques Rosier vivant chez Pascal Thomas. Assez drôle. Et mais ça, c'était avant qu'il se fasse... Parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre qu'il avait été expulsé de son appartement. Oui, après, il y a eu des histoires. Voilà. Bon, en tout cas, donc j'ai connu Jacques Rosier après avoir vu ses films. Moi, j'ai vu ses films. Et c'est vrai que Men Océan, qui était un de ses derniers films, oui, il me semble, c'est 86, voilà, je crois, était quand même un grand moment de souffle frais et d'air frais dans le cinéma français à l'époque. Et j'étais très content de le présenter à Lumière. J'adore en fait le Festival Lumière parce que c'est un moment de vacances, alors que c'est un moment de pure cinéphilie, de présenter des films et de faire partager ses enthousiasmes. Et là, moi, je suis très éclectique. Hein. J'ai présenté aussi, et c'est pour ça que je pense que l'équipe de Thierry Frémaux m'aime bien là-bas. Je peux faire les films de Michel Audiard, Les Bons Lieux, là, les Canards Sauvages. Enfin, voilà. C'est des titres à rallonger. Des trucs incroyables et un peu surréalistes à voir aujourd'hui. Et puis présenter ou découvrir Remorque et puis présenter un film de Rosier ou présenter un western. Enfin voilà, moi, des choses que j'ai vues qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Marqués pas forcément d'ailleurs, mais qui m'ont plu. Tous les films ne vous marquent pas, mais en tout cas des choses qui ont fait partie de ma culture de cinéma. Mais j'ai cru comprendre aussi que vous étiez aussi très sensible à la comédie anglaise, ce qu'on appelait les healing comedies, vous savez, Noblesse oblige. Oui, pas forcément. La comédie américaine, oui, mais anglaise, oui, Noblesse oblige. Mais pas tant que ça non plus, quand même. D'abord parce qu'il n'y en a pas non plus des masses. Et puis, il y a toute la période, vous savez, des années 45 à 55. Non, enfin, vous savez, les McKendrick, L'homme au complet blanc. Non, alors je les connais pas très bien en fait. D'accord, ok. Tueur de dames. Voilà, oui. Oui, avec Alec Guinness. Oui, ces grands-là, oui. Voilà. Mais Whisky à gogo. Voilà, mais pas. Ça c'est les plus grands. Je vous cite là. Je connais les grands, mais je connais pas la deuxième. Il faut gratter après. Oui, bien sûr. Je connais mieux la comédie américaine. Mais je trouve que, moi, je me suis permis d'y trouver comme une filiation parce que quand vous avez parlé de costumes tout à l'heure, moi je trouve que par exemple quand on parle de Noblesse oblige ou Tueur de dames, ce sont des gens qui se déguisent. Et puis quand vous avez le même personnage qui fait le même acteur qui fait 7 personnages, on est dans la pure représentation. C'est vrai que le côté hyper en daronne, oui, il y a un côté un peu à la Guinness. C'est ça. Mais on fait ça avec des grands comédiens, voilà. Du coup, c'est amusant à faire. Je lisais IMDb dit de vous que vous avez alors je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que voilà, que vous avez envie de venir du cinéma dès l'âge de 11 ans. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, ils le mettent. Voilà. Ça c'est vrai parce que c'est ce qui... Vous avez dû le déclarer ça quelque part. Voilà, c'est pour ça. Je ne compare pas, mais en tout cas, en voyant The Fabelman, ça m'a quand même fait un choc parce que j'ai vécu des choses, en tout cas dans mon enfance, très similaires dans la manière dont j'ai découvert le cinéma. Et j'ai passé, comme le petit Spielberg, beaucoup de mes temps libres hors scolaire à filmer en Super 8 mes copains, à monter mes films dans ma petite chambre, à couper la pellicule Super 8, à coller. Enfin, de voir ce gamin qui grattait la pellicule, qui faisait des trous, alors qu'il enregistrait ses trucs et qui collait tout ça. Ça vous a parlé, quoi. Ah bah oui, j'ai même le matériel, je reconnaissais quasiment la colleuse, la caméra, les projecteurs, les petits trucs à manivelle de visionneuse. Super 8. Ouais, ça m'a beaucoup ému ce film parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose comme ça de ma vie aussi, quoi. Et en tout cas, j'ai découvert à cet âge-là, alors que personne dans ma famille n'était ni dans l'artistique et encore moins dans le cinéma. Là, vous allez jusqu'au bout, puisque après vous avez fait des études à la Sorbonne. Oui, alors j'ai fait un peu d'études parce que mes parents voulaient que je fasse des études et que je savais pas par quel bout j'allais faire du cinéma. Je savais que j'allais en faire, mais je savais pas comment. Et puis j'ai tenté à l'époque l'IDEC, avant que ça devienne la FEMIS. Je me suis fait étaler un peu comme les critiques sur mes premiers films. On m'a bien dégoûté. Je n'aimerais pas paix à son âme. C'est peut-être un mal pour un bien. Oui, parce que franchement, surtout l'IDEC à l'époque, c'est pas la FEMIS d'aujourd'hui. Hein. Non, mais c'était tout. En fait, c'était toute la génération qui a mon âge ou un tout petit peu plus vieille de Pléchin, Philippe Leguet. C'était un peu plus cher, c'était un peu plus tard, il me semble. Parce qu'eux, ils ont amené une petite révolution. C'était un peu avant moi, ça. Ouais, voilà. Ils ont amené une petite révolution, justement, à l'IDEC, les Dépléchins, tout ça et tout. Bon. Enfin, en tout cas, j'ai pas été pris. Et j'ai fait autrement. Voilà, j'ai fait des courts-métrages, j'ai travaillé un peu, j'ai commencé à bosser.
en étant un peu... Mais vous avez été assistant, j'ai vu que vous très avez... peu, mais parce que... Vous avez travaillé sur le Lelouch, par exemple, j'ai lu... J'étais stagiaire sur le Lelouch. Ouais, ça doit être marquant. Claude m'a fait... C'est le plus beau film pour mes parents, les uns et les autres. Bien sûr. Je suis même dedans, d'ailleurs. On me voit à un moment, quand on sait... Voilà, je ne ressemble plus à ce que je suis aujourd'hui. J'étais très jeune, avec beaucoup de cheveux. Et en tout cas, Lelouch m'a fait travailler pour la première fois dans le cinéma. Enfin, en tout cas, j'ai eu... La première fois que j'ai été salarié dans le cinéma, c'est sur Les uns les autres de Claude Lelouch. Vous avez travaillé avec Yves Boisset aussi? Un peu, j'ai fait un... Oui, j'ai fait Carabine, un peu de je crois, c'est ça, régie. non? Voilà, j'avais fait La Fée Carabine avec lui. J'en ai pas fait 40, hein, parce Non, que bon. je savais que j'étais pas bon et que c'est pas ce que je voulais faire. J'avais une théorie qui était... parce que je voyais les assistants qui n'arrivaient pas, après assistants, voilà, c'est ça. N'arrivaient pas à passer metteur en scène. Et mais moi, parce qu'en France, il y a une côté je suis de... jeune, j'ai pas des moyens financiers énormes, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je gagne ça et dès que je gagne de l'argent, je fais des courts-métrages, j'écris. Et puis si j'ai plus d'argent, je refais de l'assistanat, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'assistanat pour les gens dont on a parlé, Boisset, après Michel Deville, avec qui je suis resté lié, et Rosalinde, sa femme, et voilà. Mais j'ai pas fait de carrière, voilà. Je me suis arrêté, j'ai commencé à réaliser assez on vous jeune. range dans les cases très rapidement en France. J'ai fait mon premier long-métrage, j'avais 30 ans, donc... Voilà, donc, premier long métrage de fiction de cinéma ou pour télé? En fait, je l'ai fait pour la télé parce qu'on n'a pas réussi à le monter. Oui, c'est ça. Et à l'époque, ça s'est fait pour Canal quand il faisait des films unitaires comme ça, comme on dit aujourd'hui. Ça s'appelait Crime et Jardin et que j'ai fait pour Canal. Et puis donc ce premier film que j'ai croisé complètement par hasard. Je parle pas des Braqueuses, hein, je parle de votre premier film de fiction, mais pour la télé, l'unitaire, où j'y ai vu, il y avait Jean-Pierre Aumont. Voilà, Crime et Jardin, il y avait un casting de dingue, avec beaucoup de vieux comédiens. C'est ça. Ils sont, je crois, tous décédés aujourd'hui. Et c'était une grande tradition du cinéma français. C'est ça. Il y avait Jean-Pierre Aumont, Magali Noël, Michel Robin. Incroyable, Magali Noël qui a travaillé avec Fellini, tout ça et tout, quand même. Bien sûr. Maurice Baquet. Voilà. Non, il y avait Daniel Gélin. Bien sûr. Ginette Garcin. Mais c'est quand même votre premier film. Oui. Et vous avez quand même des pointures en face de vous, quand même. Oui, j'avais des sacrés phénomènes en face de moi. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. J'en garde un très ça bon prouve souvenir. que vous avez Ils ont été tous super sympas, très, très sympathiques. Ils m'ont pas du tout emmerdé, ils ont été adorables. Mais si j'ai bien compris, ça c'est un film qui était produit par une femme. Monique Hano. C'est ça, c'était Chrysalide Film. Chrysalide, qui était une qui vous a emmené sur Canal. votre premier film. Voilà, qui m'a emmené parce qu'après j'ai proposé le sujet. C'était une filiale de Canal. Ouais. D'accord. C'est après j'ai proposé le sujet des Braqueuses et on l'a développé, on a écrit et là c'est devenu un film de cinéma. D'accord. Qui a été mon premier film de cinéma. Et donc ça c'était aussi produit par, enfin en tout cas il y avait Canal. Chrysalide. Il y avait Canal aussi un peu. Ah oui, oui, bien sûr. L'avantage c'est qu'il y avait automatiquement Canal. D'accord. Déjà, ça facilitait les choses. D'accord. Voilà. Et ça a été mon premier film de cinéma. Moi, encore une fois, en revoyant ce film aujourd'hui, je trouve Les Braqueuses, je trouve je trouve qu'il trouve un écho par rapport à notre époque actuelle. Parce que Les Braqueuses c'était tiré d'un fait divers que j'avais découvert à l'époque et qui racontait donc l'histoire de ces femmes qui sont devenues braqueuses et qui ont fait des hold-up, mais qui faisaient des hold-up pour payer les notes de gaz. Et elles piquaient toujours ce dont elles avaient exactement besoin pour payer EDF, pour payer l'eau, pour payer la garderie des gamins. Il manquait 200 balles, elles allaient faire un casse pour 200 balles. C'est énorme. Et elles ont toutes fini en prison. Et c'était comme ça, assez émouvant et assez touchant. Mais je trouve que déjà, il y avait déjà une sorte de morale à la fin du film, parce qu'elles vont pas en prison à la fin. La fin est heureuse, et je trouve ça marrant, moi. La fin était, la fin était... Dans et puis vous ridiculisez la police, vous ridiculisez un peu tout le monde. Dans la réalité, elles sont allées en prison, quand même. Voilà. Dans la réalité, elles ont fait de la tôle. Je crois que les gens se sentent bien sur mes films. Ouais, mais il y avait déjà du monde dans Les Braqueuses. Il y a quand même des pointures. C'est des gens qui sont connus, les actrices qui sont dedans, c'était des actrices qui étaient... Catherine Jacob. Bien sûr. Il y avait Annie Girardot aussi, quand même. Dans un rôle petit, mais elle était là. C'était quand même incroyable de tourner avec Annie Girardot. Et Jacques Gamblin, tout à fait. Nani Garcia, qui est formidable. Clémentine Célard. Surprise! Maman est de retour. Oh, c'est pas vrai. Et vous portez valise dans la chambre là-haut. Oui, ma biche. Qui c'est celui-là, là? C'est Léopold.
s'est marié le mois dernier. Tu peux l'appeler papa, tu sais, hein? Oui, ma biche. Oh là là. Alors, toujours garçon manqué, est-ce que je vois? Hein? Bijou. Bijou, bijou, bijou. Bonjour. Ça va? Ah, mais ma belle, tu dois surveiller ta ligne. Ah bon? Regarde-moi. Après 2 filles, une fausse couche, la taille toujours en ronde serviette. Oui. Hein? T'as combien d'enfants maintenant? 3, madame, 3 filles. 3, c'est pas bien. Quand on les sort, ça fait pas net. 4, oui. C'est symétrique, de chaque côté. Tu vois, ma chérie, tu devrais faire comme ton ami. Ouais, bah j'ai assez de boulot avec ta fille, hein. Suffit pas de les faire, maman. Maman! Oh! Mon, qu'elle est belle, c'est la plus belle. Elle est pas belle comme ça, maman, celle-là. Merci. Merci pour tout. Muriel. Tu joues rien? Ah non. Bah, tu sais que pour gagner au loto, faut jouer toutes les semaines. Ouais, mais avec Xavier, on joue tous les jours. Ça fait un peu nouveau pauvre ici. T'aurais pas l'intention de t'installer ici, par hasard? Et je suis chez moi ici, non? Quoi? Tu pars sans nous laisser un sou? La maison à moitié finie? Pas un signe de vie pendant 2 ans et tu voudrais qu'on te laisse la place, là? Et je t'ai payé tes études? Ouais, ta mère a raison. Surtout que t'as eu plus de chance que nous et elle a un job en or maintenant. Tu pars 5 000 net par mois, ta gueule. Les heures sup, c'est pas fait pour les chiens. Ah, ben justement, on s'est toutes mises, figure-toi. On y pense. Ah oui? Et dans quoi exactement? Alors ça, tu vois, ça te regarde absolument pas, ma petite maman chérie. Vous faites un peu le même principe avec Reston Groupé, c'est un film choral quelque part. Ah oui, Il y là avait- c'était un vrai film choral avec pas mal de jeunes comédiens de l'époque. Ouais, mais qui étaient en train de sortir, d'éclore comme ça. Mais je trouve que par exemple le personnage d'Emma Decaune, moi je trouve qu'il reste encore un peu aujourd'hui. Ouais, bah oui, il y avait quelque chose. Et pareil, Restons groupés, faits divers. Ouais. J'avais lu dans Le Monde C'est cette ça. histoire incroyable de journalistes. J'avais même réussi à en parler, à en voir certains. Ils m'avaient prêté leur film Super 8 que j'avais regardé, D'accord. qu'ils avaient tourné certaines scènes qui sont dans le film, comme l'histoire du désenvoûtement de l'Indien qui désenvoûte le bus. Et ils avaient filmé ça, quand même, les touristes français en Amérique. It's a curse. Alors, d'après lui, c'est pas qu'un truc mécanique. C'est pas qu'un truc mécanique. Voilà, il pense qu'on aurait été ensorcelés. Il y a quand même, j'ai eu toujours cette veine de faits divers, ou en tout cas de prendre jusqu'à Je fais le mort, qui était un article que j'avais lu dans Libé sur un moment où la police judiciaire a fait appel à des comédiens pour remplacer des flics qui ne voulaient plus faire les morts. Ils ont arrêté, mais à l'époque, ça s'est fait. Il y avait des interviews de comédiens qui racontaient leur expérience. Et j'avais trouvé l'idée absolument géniale. Voilà. Mais donc du coup, Restons groupés, vous avez créé votre boîte qui s'appelle Restons groupés. Oui. Parce que c'est un film qui a bien marché, je pense. Oui, et qui marche encore très bien. Un très beau succès à l'époque. Voilà, très beau succès. Tout à fait. Alors du coup, comment vous arrivez à embarquer sur 2 gros projets comme ça, sur Belphégor et ensuite Lupin, qui sont quand même à l'époque... parce qu'il y a eu Les Femmes de l'ombre. Oui, bien sûr, mais qui sont quand même des gros budgets, quoi. Vous passez quand même... je présume que Restons groupés, c'était pas non plus un énorme budget. C'était pas un énorme budget, mais c'était lourd quand même, parce qu'il y avait beaucoup de comédiens, il fallait tourner aux États-Unis. Oui, c'était un road movie. Je peux vous dire qu'il fallait quand même avoir un peu les nerfs. Mais comment vous retrouvez... Et je pense que du coup, c'est Alain Sartre qui avait produit Restons groupés, le film a marché. Ils ont vu que vous saviez tenir... Je savais tenir une équipe et que je pouvais me retrouver dans des conditions assez difficiles. D'accord. Mais Belphégor, ça vient pas de vous, même si vous êtes scénariste sur tous vos films. Si. Vous êtes scénariste sur tous vos films. Oui, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Ah, autant pour moi, d'accord. C'est très simple. C'est pas une commande, quoi. C'est pas ça que du je veux tout. dire, d'accord. Belphégor, ça s'est passé comme ça. Je travaillais depuis le début avec Laurence Lemaire, script,
qui est la fille de Juliette Gréco et de Philippe Lemaire. Et on discutait souvent de Belphégor ensemble, parce que moi, c'est une série que j'avais vue enfant. Et donc, avec elle, elle m'a dit un jour, mais pourquoi tu fais pas un film? Il y aurait un film à faire. Et je me dis, tiens, c'est vrai, c'est assez marrant, j'ai revu la série, je me suis renseigné, j'ai rencontré les ayants droit de la famille qui avait écrit le livre, la famille Bernède, et ils m'ont donné leur accord. Et à ce moment-là, je suis allé voir Alain Sard, avec qui je venais faire... Avec qui ça s'était bien passé. Voilà. Donc voilà. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait, mon grand, comme il disait. Et je lui dis, bah, écoutez, Alain, voilà, j'ai une idée, Belphégor. Et il me dit, ah ouais, génial, Belphégor, très bien, mais les droits. Je dis, bah, j'ai la famille, le droit moral. Tout s'est fait. Voilà. Ça s'est fait comme ça. D'accord. Et on a fait Belphégor. Et puis là, vous travaillez avec Sophie Marceau. Et là, je travaille avec Sophie Marceau, avec Julie Christie, quand même, incroyable. Et puis avec Michel Serrault aussi, quand même, accessoirement. Donc, quand même, quelque chose. Et comment il s'appelle, l'homme au masque de fer? Nous ne savons pas. C'est l'objet de mes recherches. On l'a retrouvé où? Dans une ancienne réserve, Pavillon-Sully, je crois. Juste le secteur où le fantôme était apparu la première fois. Parce qu'il y a eu une première fois. Il y a toujours une première fois. Mais ça fait un bail. Pour vous situer, les Beatles sont enregistrés Sergeant Piper. Moi, je dansais dans tous ces clubs avec une jupe comme ça. C'est beau, la jeunesse. La jeunesse, oui. Maladie mortelle. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Tous ces destins foudroyés, ça me tire les larmes. Mais vous, inspecteur, vous êtes toujours là. C'est ça mon drame. Et j'ai remarqué quand même que vous, au-delà de votre appétence pour le cinéma, votre cinéphilie, vous aimez travailler avec les, pas les, j'allais dire les gloires, quoi. On va dire vous avez Annie Girardot, vous voyez ce que je veux dire, il y a là. Non, mais j'aime travailler avec les grands, mais avec les bons. C'est pas les stars, c'est les bons. Ils sont bons. Enfin, Serrault, quand même. Oui, c'était une star. Voilà. Il était bon, Serrault. Ça, on n'est pas il pouvait des fois passer dans un registre compliqué. Mais non, mais vous n'avez pas froid aux yeux parce que vous étiez jeune, c'est ça que je veux dire. J'avais 40 ans à l'époque. Donc il faut y aller quand même. Hein. Ah ouais, avec Serrault, il fallait y aller. Ouais. Je confirme. Mais il était un peu fou, quoi. Mais tout en travaillant avec les jeunes comédiens. Parce que Lupin, c'est quand même c'est Romain Duris, qui était comme premier film important. Enfin, première grosse production à laquelle Romain, qui à l'époque quand même, je l'avais vu dans Gadjo Dilo. Bah oui, on est d'accord. Puis avant, il fait le Péril jeune, c'est là qu'il le fait connaître. Coproduit par TF1 M6. Je l'ai imagé, je vais quand même les voir en disant. C'est Romain Duris. Il faut croire. Voilà, il fallait croire. On avait fait des essais. On a montré les essais, tout le monde était d'accord. Mais voilà, je suis pas arrivé avec, je sais plus qui était la star de l'époque, qui peut-être aujourd'hui d'ailleurs n'est plus star du tout. Oui. Mais en tout cas. Jean Reno. Voilà, non, mais dans les jeunes de la génération de Romain, qui avait, à l'époque était très jeune. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'était avec quelque chose d'assez culotté, quoi, de faire ça comme ça. Et alors, ces 3 gros films que vous faites coup sur coup, est-ce que vous pensez, rétrospectivement, enfin avec le recul, que vous avez bénéficié, on va dire, un petit peu de l'aura à l'époque d'un film comme Le Pacte des loups, qui, vous voyez, avait engrangé... Non, j'ai pas bénéficié parce qu'on l'a fait exactement en même temps. Oui, le film s'est sorti à 2 semaines d'écart. C'est vrai, c'est donc vrai. C'est pas... disons qu'il y a eu cette tendance du cinéma français, c'est ça que je voulais à un dire. moment donné, de s'emparer de sujets comme ça, populaires, et d'essayer, voilà. Et oui... Mais il y a eu Le Pacte des loups, il y a eu Belphégor, après il y en a eu d'autres, il y a eu des choses moins heureuses, il y a eu des choses qui ont moins marché. Mais oui, à cette époque, il y a eu ça. Voilà. Après, sur Lupin, c'était aussi mais Lupin, pareil, j'ai eu l'idée, j'étais en Normandie, j'ai lu La Comtesse de Cagliostro, je me suis renseigné sur les droits, et j'ai découvert que c'était Stéphane Marcy, le producteur, qui avait les droits de toute la série à l'époque. Et donc je lui dis, moi je voudrais faire La Comtesse de Cagliostro, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'original dans la jeunesse du personnage. Et puis parce qu'il y avait ce rôle de femme aussi, La Comtesse de Cagliostro. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça, voilà, c'était autre chose, mais c'était quand même, il y avait des éléments qui me correspondaient. Et on a fait Lupin, mais c'était pas une commande, Lupin. Moi, j'ai fait aucun film de commande, aucun. Ou des choses qu'on m'a amenées comme ça, des fois on m'a parlé d'un sujet, etc. Mais là, je l'ai amené. Et puis Les Femmes de l'ombre, pareil. Je suis tombé sur un article où une des femmes venait de mourir.
Et j'ai découvert que ces femmes agents secrets françaises travaillant pour les Anglais avaient été occultées, leur rôle avait été tombé dans l'ombre. Et ben j'ai gratté, je suis allé voir Olivier Vierverka, j'ai fait connaissance avec ce spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. On a parlé du sujet, il m'a aidé et on a écrit ce scénario. Et en fait, elles sont plus connues en Angleterre que chez nous. Voilà. En fait. Et ce film est voilà, mais personne ne m'a. C'est venu de moi aussi, quoi. Tous les sujets que j'ai fait au cinéma sont venus de moi. Il y a La Daronne, on m'a donné le livre à lire. Oui. Voilà. On m'a dit, il y a un livre intéressant, il y a un personnage, ça va te plaire, il y a un personnage de femme. Voilà, je lis La Daronne et je dis, ouais, c'est vraiment génial et je le fais. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et la syndicaliste, j'ai lu un tweet et j'ai lu le livre. Ouais. Et ensuite, je me suis aperçu que les droits étaient pris par Bertrand Fèvre. J'ai appelé Bertrand et on s'est fait. Mais c'est pas une commande. J'ai eu cette envie-là. Voilà. Enfin, je dis pas ça, c'est pas le problème, mais en tout cas des gros films comme Belphégor ou Les Femmes de l'ombre ou Arsène Lupin, c'était pas des commandes, c'est des choses que j'ai initiées. Mais Le Caméléon, par exemple, ça part aussi d'un livre que vous avez lu, enfin en tout cas d'une histoire. J'avais lu l'article dans l'IB, il y avait un truc qui parlait du livre ou de la. Il y avait une volonté d'aller travailler aux États-Unis, forcément. C'était pas une. En tout cas, ça se passait aux États-Unis. Oui, voilà, et à l'époque, je trouvais ça dingue en me disant. Non, ce qui m'intéressait, c'est d'aller faire un petit film aux États-Unis. D'accord. C'était parce que après ces trois films, j'avais des trucs par les Américains m'envoyaient des projets, des machins comme ils font toujours. On m'envoyait que des films avec des résistantes, on m'envoyait que des trucs, voilà. Ça me disait pas et puis je me voyais pas partir aux États-Unis faire des trucs comme ça. Voilà. Donc ça n'a jamais marché et j'ai trouvé ce sujet-là où je me dis tiens, bah là faut le tourner aux États-Unis avec des comédiens américains et je le fais. J'avais tourné aux États-Unis, Restons groupés, et c'est un film français avec des Français. Et là, je me suis dit. Et là, quand vous tournez le scénario, vous le tournez en anglais. Vous l'écrivez en anglais? Non, alors on l'a écrit en français avec une scénariste qui s'appelle Nathalie Carter, mais qui a la double nationalité. Et après, elle l'a traduit, voilà, elle l'a transposé. Okay. Et comment vous expliquez, alors du coup, pourquoi le film a pas si bien marché que ça? Je pense que c'est celui qui marche le moins, d'un point de vue commercial, je parle. Hein. Parce que il a été sorti par la Gaumont qui détestait le film, voilà, qui n'y croyait pas. Mais ils avaient pris les droits de la distribution de quand? Parce qu'au début, ils l'ont pris parce qu'ils travaillaient avec la productrice de l'époque, et puis ça s'est mal passé. Ils devaient produire le film. Ils ne l'ont pas produit. Ils ont gardé le mandat de distribution parce que la productrice, ça l'arrangeait. Tout ça, c'était des mauvaises raisons. Et on aurait dû entièrement partir et trouver un distributeur plus en équation avec ce type de film. Donc en fait, ils vous l'ont sabordé, quoi. Bah, le seul, à l'époque, il y avait François Clerc qui travaillait chez Gaumont, qui était chef de la distribution et qui a défendu, parce qu'il aimait bien le film, sincèrement, et qu'il a défendu comme il a pu au maximum le film pour avoir une sortie un petit peu décente. Ouais. Mais je sais que chez Gaumont, sinon c'était une sortie technique. C'est un mec intègre, François Clerc. Voilà. Ouais, et alors que le film avait des qualités et aurait sorti par une boîte adéquate et un distributeur plus pointu. Je ne dis pas que le film aurait été un méga succès, mais il serait passé moins inaperçu qu'il n'est passé à l'époque. Tu viens. Allez. Voilà. Salut vous deux. Ça va chérie? Ça va Nick? Comment tu te sens? Attention s'il vous plaît, les passagers du vol 147 à destination de Houston, embarquement immédiat, porte numéro 3. Maman? Nick. Tu braques des banques à présent? Sans blague, comment ils ont pu te laisser monter dans l'avion comme ça? J'ai beaucoup milité à une époque, j'ai été à la SRF avant, parce que je trouve que le métier de metteur en scène est un métier extrêmement solitaire, égocentrique, et que pour pas trop se gratter les croûtes ou regarder son nombril, j'avais besoin, comme une soupape, de m'occuper de l'intérêt général, de voir des gens. Voilà quoi, je trouve que c'était important. Et Unifrance aussi. C'est Margaret Ménégoz à l'époque qui m'a dit Jean-Paul, c'est à toi, parce que j'avais beaucoup voyagé avec mes films. J'avais fait
tous les films dont on parlait C'est ça avant, que je voulais Belphégor, Lupin, Les Femmes de l'ombre, c'est des films qui sont très bien vendus à l'international, avec qui je voyageais beaucoup dans plein de shows, plein C'est pas une d'endroits du posture, monde. c'est une figure. Vous avez une Et figure. je connaissais les exportateurs, bien sûr, les exportateurs me connaissaient, les distributeurs à l'étranger, je connaissais beaucoup de monde. Je savais comment ça se passait. Et Margaret m'a dit, Jean-Paul, maintenant c'est à toi d'y aller, voilà. Il n'y a jamais eu de Et vous metteur en faites pas scène. les choses à moitié, parce que pendant cette Non. période-là, vous faites pas un film. Non, ce qui a été une souffrance. Parce que je pensais que j'arriverais à faire les deux, j'y suis pas arrivé. C'est pour ça que j'ai arrêté Unifrance, hein, d'ailleurs, sinon j'aurais peut-être continué. Mais le fait de pas tourner, au-delà du fait que c'était un job bénévole et que je n'étais pas payé, donc pendant 4 ans et demi, c'était beaucoup, et que je n'étais pas retraité. Et voilà, donc la vérité, c'est que j'ai dû me remettre au taf, et c'était très bien. Mais je pense sincèrement que j'aurais réussi à faire un film pendant que j'étais à Unifrance, je serais resté encore à Unifrance. Je comprends. Mais par exemple, Unifrance, j'ai lu que ça vous a permis de rencontrer Isabelle Huppert. Oui, alors ça, c'était une des bonnes choses. Voilà, on s'était croisés quelques années avant et ça s'était pas fait avec Isabelle. Et là, on avait un peu remis les compteurs à zéro quand on s'est revus à Unifrance et on a sympathisé tout de suite. C'est ça, parce qu'en fait, vous avez travaillé avec elle sur le film Elle, hein, c'est ça, de Verhoeven. Oui, à l'époque, elle faisait une tournée mondiale pour Elle, parce que le film avait les Golden Globes, était nominé partout aux Oscars, etc. Et en tant que président de l'Unifrance, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des voyages avec elle, à l'autre bout du monde. Et voilà, et le courant est passé. Et à un moment donné, elle m'a dit, Jean-Paul, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et elle savait que je faisais plus de comédie. Elle m'a dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de comédie, j'aimerais bien faire une comédie. Et par hasard, on me donne à lire La Daronne. Et en lisant La Daronne, tout de suite, je me dis, mais Isabelle pourrait le faire. Donc j'appelle Isabelle et je lui dis, Isabelle, je viens de lire un livre, je pense qu'il y a un rôle pour vous, et comme ça, on va pouvoir travailler ensemble. Elle me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est La Daronne. Elle me dit, c'est incroyable, je suis en train de lire le livre. C'est ça. Voilà. Et elle finissait de lire le livre. Elle me dit, on le fera. D'accord. Et j'ai écrit La Daronne pour elle. D'accord, très bien. Mais alors du coup, quand vous faites La Syndicaliste, vous teniez absolument à jouer avec elle et vous essayez de trouver un projet avec elle? Non, j'ai pas. Ça s'est fait très naturellement. Voilà, c'est ça. On a fait La Daronne. À la fin de La Daronne, elle me dit, pareil, c'était très bien passé. On se dit, va falloir qu'on retourne ensemble. Donc je dis, bah oui, je vais chercher un sujet, on va voir. Et puis 15 jours après, par hasard, je tombe sur La Syndicaliste, je lis. Donc je l'appelle et je lui dis, Isabelle, on va travailler vraiment vite ensemble, parce que je viens de lire un truc, on va le faire. Et elle l'a lu pareil, elle a lu le bouquin et elle m'a dit, on le fera. Écris le scénario. Quand vous écrivez, vous pensez à elle. Voilà, en écrivant, je savais que ce serait elle. D'accord. Mais elle a lu le livre et tout de suite, elle a dit oui. Sur le livre, avant qu'on ait écrit le scénario. Et quand vous avez écrit le scénario, vous aviez rencontré Maureen Carnet? Oui, bien sûr. Ouais, oui. On s'est rencontrés une fois parce qu'après, c'était le confinement. Et j'ai écrit pendant le confinement, on a écrit avec Fadette Drouard, la co-scénariste, et on était tous par Zoom, par machin, là, mais on n'était pas... voilà, c'était cette fameuse période. Moi, j'avais d'autres sujets à aborder avec vous, mais je voulais savoir il est 11h33. Ouais, faut que j'y aille. La cadérance, elle est finie.